L'OTAN aura 10 ans cette semaine. C'est en effet le 4 avril que les 15 pays signataires du traité de l'Atlantique Nord célébreront cette étape, sans doute l'une des plus décisives dans l'histoire de l'Europe et de l'Amérique. Car ces 10 ans représentent une expérience unique de coopération économique, militaire et politique. Cette rétrospective filmée devient, avec le recul, toute significative. Les ministres des Affaires étrangères signent le traité à Washington en 1949. Le quartier général de l'OTAN est établi à Paris. Le général Eisenhower, alors premier commandant suprême, tient la première réunion de l'état-major. Cette armée, aux 15 drapeaux, procède à des échanges de techniques. Des bases aériennes, des casernes militaires apparaissent un peu partout. Les exercices combinés permettent à ces forces, au départ hétérogènes, de se familiariser avec l'équipement, les méthodes et le personnel de chaque pays. D'autres commandants suprêmes suivent. L'intégration des forces navales s'effectue. Enfin, insensiblement, on passe des armes classiques du début de l'après-guerre aux engins nucléaires d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, l'état-major de l'OTAN était en butte à des obstacles qui semblaient alors insurmontables. Pas de langue unique, pas d'armes uniformes, pas de politique commune, et il fallait compter sur l'orgueil national de chacun. Ces obstacles sont tombés un à un, pourtant, devant les impérieux besoins de défense collective. La préhistoire de l'OTAN se dessine déjà en 1948, lors de la conclusion du traité de Bruxelles, unissant la Grande-Bretagne, la France et le Benelux dans une même tâche, le redressement économique de l'Europe occidentale. Les premiers signataires du traité de l'Atlantique Nord n'étaient que 7, soit les 3 grandes puissances occidentales, le Canada et le trio du Benelux. Ainsi s'élargit le traité de Bruxelles. Plus tard viennent se joindre l'Italie et les pays scandinaves, suivis de la Grèce et de la Turquie, et finalement de l'Allemagne occidentale. C'est à Fontainebleau, en banlieue de Paris, que s'établit le quartier général du commandement suprême de l'OTAN. C'est là que successivement Eisenhower, Ridgway et Grunther président à l'élaboration et la coordination des plans stratégiques de défense. En 1956, le général Norstad entre en scène. Désormais, les 3 armes sont unifiées grâce à la distribution des postes de commande aux officiers supérieurs des pays membres. Le traité se propose d'assurer la stabilité dans les régions de l'Atlantique Nord par un effort collectif de défense. Il s'inspire de la Charte des Nations Unies, selon laquelle tout différend international doit, autant que possible, être réglé par des moyens pacifiques. L'OTAN s'engage également à ne pas faire usage de la force pour des fins contraires à celles de l'ONU. Les signataires conviennent cependant qu'une attaque armée contre l'un d'entre eux sera considérée comme une agression contre tous. Dans un discours qu'il prononçait récemment, le général Norstad rappelait les raisons d'être de l'OTAN. Préserver la paix et assurer la liberté au sein de l'Alliance occidentale. Souci constant des diplomates comme des chefs militaires. De cette communauté d'esprit et d'intérêt découle une réussite assez extraordinaire d'unité, mais d'une unité qui peut toujours être remise en question. En attendant, la paix est encore jeune
aussi jeune peut-être que ce visage d'enfant, un bambin qui a l'âge de l'OTAN et qui sans doute conserve sur l'avenir les mêmes espoirs. Et voici donc l'OTAN. L'OTAN avec ses espoirs et ses déceptions. Mais pour être réaliste, il faut quand même reconnaître que l'OTAN subit actuellement une crise. La crise peut être la plus grave depuis son origine. Cette crise a sans doute été précipitée par l'attitude assez intransigeante de Moscou sur le problème de Berlin. Mais elle provient aussi des divisions, des dissensions intérieures, peut-on dire, des puissances de l'OTAN. Chacun voit le problème dans sa perspective propre. Par exemple, pour l'Allemagne, le problème de Berlin ne se voit que dans la réunification allemande. Pour la France, le problème de l'OTAN se regarde dans l'optique de l'ensemble africain. La France prétend avoir des droits en Afrique et prétend surtout assumer en Afrique la défense des principes mêmes de la civilisation occidentale, des libertés. C'est un peu la raison pour laquelle la France a pris cette décision de maintenir, de reprendre son commandement de la flotte de la Méditerranée. D'ailleurs, il faut le souligner, elle n'a pris cette décision qu'après la décision américaine de ne pas augmenter ses effectifs en Europe. La France, on dirait, est en quelque sorte un peu obsédée parce qu'on pourrait appeler le complexe de Toulon, de sabordage de sa flotte en 1942. La France ne veut plus être remise dans une situation analogue. Si jamais la guerre éclatait, il est évident que les Soviets submergeaient immédiatement l'Europe. La France veut maintenir sa flotte pour pouvoir émigrer en quelque sorte encore en territoire français. Ce qui est important donc pour l'OTAN, c'est de trouver une formule concrète, d'offrir aux propositions concrètes de Moscou, parce que Moscou sait ce qu'il veut, c'est d'offrir également des propositions aussi concrètes. Avec ces prémices, je pense que l'OTAN devrait être en mesure de sortir de sa situation de crise actuelle. En marge du 10e anniversaire de l'OTAN, nous avons obtenu une interview avec le secrétaire général, M. Spaak, à qui nous avons d'abord demandé si, à son avis, l'OTAN peut s'en tenir à de simples préparatifs militaires. Si vous me demandez si j'estime que l'Alliance Atlantique doit être uniquement une alliance militaire, ma réponse est négative. L'Alliance Atlantique doit être beaucoup plus. D'ailleurs, c'est une banalité que de dire qu'une armée ne peut être que l'outil d'une politique. Si vous avez l'outil, mais si vous n'avez pas la politique, vous êtes certainement dans une situation déséquilibrée. Par conséquent, l'une des tâches aujourd'hui, c'est de maintenir l'effort militaire, bien sûr, il a été nécessaire et indispensable, mais c'est de donner aussi à l'Alliance un background politique d'abord. Et dans ce domaine, dans les 20 derniers mois, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons vraiment élaboré une politique de consultation préalable qui a donné de très bons résultats. Elle n'est pas encore parfaite, mais très certainement nous sommes dans la bonne voie. Mais mes ambitions pour l'Alliance sont encore plus grandes. Je crois que, outre le côté politique, il faudrait aussi que les pays de l'Occident parviennent à harmoniser dans une certaine mesure leur politique économique, et cela surtout pour faire face aux problèmes qui vont se poser dans les pays sous-développés durant les prochaines années. Je crois, moi, que c'est là que va vraiment se livrer la bataille entre le communisme et le monde libre dans les pays sous-développés. On a beaucoup parlé ces derniers temps de désengagement de zones démilitarisées. Nous avons donc demandé à M. Spaak quelques précisions au sujet de l'équilibre des forces en Europe. Je crois qu'il faut d'abord bien poser le problème pour être sûr que tous les auditeurs le comprennent. Nous appelons donc désengagement cette doctrine politique et militaire qui désire créer une zone démilitarisée et peut-être neutralisée en Europe. C'est ça le désengagement, c'est créer cette zone. Eh bien, je crois que les pays de l'OTAN ne doivent aborder cette question qu'en se rappelant ce qui est à mes yeux un des impératifs essentiels de la politique occidentale. C'est-à-dire qu'il ne faut rien faire qui directement ou indirectement amènerait le départ d'Europe des troupes américaines et canadiennes.
J'estime que le maintien des troupes américaines et canadiennes et britanniques naturellement en Europe est un point absolument essentiel sur lequel nous ne pouvons pas transiger et lequel nous ne pouvons pas être amenés à céder. Cet impératif étant acquis, on peut discuter de désengagement, de dégagement ou de redéploiement des forces militaires. Je crois que cette dernière expression est meilleure. C'est la question du redéploiement des forces militaires de l'Occident et aussi du monde communiste. Et sur ce domaine, dans ce domaine, l'impératif politique que j'ai indiqué étant maintenu, il y a certainement moyen de trouver probablement des formules qui pourraient être profitables aux deux parties en présence. Après 10 ans, on peut dire que l'OTAN est arrivé en quelque sorte à un croisement des routes. Ce qui lui a manqué jusqu'ici, c'est un sens des réalités. Sous la direction surtout des États-Unis, elle a fait ce que l'on pourrait appeler une politique du fait acquis. En quelque sorte, une politique de l'immobilisme dans un monde en perpétuel devenir. Il faut plus que cela. Seule une doctrine politique qui encadre sa structure actuellement surtout militaire, comme le souhaite M. Spaak, pourra sauver l'OTAN.